Histoire vraie. Ils ont brisé ma vie sans preuve, faussement accusé d'un meurtre, sali publiquement, humilié, enfermé. Aujourd'hui encore, je me bats pour laver mon nom et pour survivre. Mon nom, mon histoire, mon silence. Je m'appelle Narcisse V. J'avais 25 ans quand ma vie a basculé. C'était en février 2018 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je vivais à Abobo, un quartier populaire, avec ma famille. J'étais quelqu'un de discret, respectueux, sans problème. Je travaillais dur comme manager dans une épicerie fine, dans un grand centre commercial à Cocody. J'aimais ce travail. Il me permettait d'aider mes parents, de participer aux dépenses de la maison, de construire quelque chose. Comme beaucoup de jeunes, j'avais des rêves simples. Travailler, avancer, faire la fierté des miens. Je n'étais pas connu. Je n'étais pas dangereux. Je n'étais pas un voyou. J'étais juste un jeune homme comme tant d'autres, qui voulait réussir honnêtement. Mais ça, personne n'y a pensé quand tout a explosé. Mardi, 6 février 2018, le message qui a tout déclenché. Ce jour-là, j'étais allongé dans ma chambre, en train de scroller sur mon téléphone. Puis j'ai reçu un message d'une amie. « Narcisse, tu sais que est mort ?» Je suis resté figé. Cette personne, je ne la connaissais que de loin. Je l'avais vue à la télé comme tout le monde. J'ai été choqué. Comme n'importe qui, j'ai partagé l'info sur Facebook. Paraît-il que, non flouté, aurait été assassiné. Quelqu'un a plus d'infos ? Un peu plus tard, j'ai aussi parlé d'un autre jeune qui avait été tué. Je m'inquiétais de cette série de morts tragiques qui touchait notre jeunesse. J'ai juste exprimé une émotion. Une interrogation, pas une accusation, mais je ne savais pas que ces quelques phrases allaient changer ma vie pour toujours. Les premières rumeurs et mon nom jeté en pâture, quelques heures après ma publication, des messages ont commencé à m'arriver. « Comment tu sais qu'il est mort ? Tu le connaissais, non ?» J'ai répondu tranquillement que non, je ne le connaissais pas. J'ai expliqué qu'une amie m'avait envoyé un message. Pour le prouver, j'ai même partagé la capture d'écran de cette conversation. Je croyais bien faire, mais ça n'a rien arrangé. Les gens ont commencé à dire que je réagissais trop vite, que je semblais trop informé. Et très vite, mon nom a commencé à circuler. Mon visage aussi, mais personne ne m'appelait pour me poser une seule question. On m'accusait sans même me connaître. Jeudi 8 février, la spirale infernale. Le jeudi soir, tout est devenu incontrôlable. Des pages Facebook influentes ont publié ma photo et mon nom. Certains disaient clairement que j'étais le suspect principal. D'autres disaient carrément que j'étais le meurtrier. Il n'y avait aucune preuve, aucune base, juste des rumeurs, de la haine, de la méchanceté gratuite. Et tout ça était partagé comme si c'était un jeu. Insultes, moqueries, menaces. Tout est allé trop vite. Ma famille est déjà vue, mes amis aussi. Ils étaient choqués. Mais mes parents ont essayé de rester calmes. Ils m'ont dit « Va travailler demain comme si de rien n'était. Dieu voit tout, ce n'est qu'un mauvais moment. » Le lendemain, vendredi 9 février, j'ai donc pris sur moi. J'ai mis ma chemise noire. Et je suis parti travailler sans savoir que j'allais vivre le pire jour de ma vie. Vendredi 9 février, le jour où tout a basculé. Ce matin-là, je suis allé au travail, comme d'habitude. Je portais une chemise noire bien repassée. Il devait être autour de 10 heures. Je me tenais devant l'épicerie à Cocody en train de surveiller les vendeuses. Tout semblait normal. Puis, 2 hommes en civil se sont approchés. Je croyais que c'était des clients mécontents, alors je suis allé à leur rencontre. Poliment, l'un d'eux m'a regardé droit dans les yeux et m'a demandé « C'est vous, monsieur Narcisse ?» Avant même que je réagisse, il a enchaîné « C'est la police ? Vous devez nous suivre. » Je me suis figé. Mon cœur a commencé à battre très fort. Je n'ai pas résisté. J'ai pris mes affaires et je les ai suivis jusqu'à la guérite du centre commercial. Là, l'un des policiers a récupéré son arme. J'ai cru que ma fin était proche, que peut-être j'allais être tué comme ça. Alors j'ai crié, sans réfléchir « Ne me tuez pas, je vous en supplie, ne me tuez pas !» Mais au lieu de répondre, ils m'ont menotté. Devant tout le monde, mes collègues, les clients, des passants, et je n'avais aucune idée de ce qu'on me reprochait. 6e direction, le plateau, interrogatoire et peur, ils m'ont fait monter dans un véhicule. On a roulé jusqu'au plateau. Je comprenais que c'était un commissariat, mais je ne savais toujours pas ce que je faisais là. Dans la voiture, je tremblais. Pas de froid, non, de peur. Je me repassais tout dans ma tête. Mon seul tort avait été de partager une information reçue. J'étais innocent, mais traité comme un criminel. À notre arrivée, on m'a emmené dans un bureau. Un agent m'a demandé mon nom, mon adresse, puis il m'a posé plein de questions. Où étiez-vous ce jour-là? Est-ce que vous connaissiez la victime? Vous avez échangé avec lui? Vous avez son numéro? Son Facebook? Je répondais calmement, même si ma voix tremblait. Quelqu'un tapait à l'ordinateur pendant que je parlais. À la fin, on m'a relu tout ce que j'avais dit. J'ai signé. Je croyais que c'était fini. Mais j'étais loin d'imaginer ce qui m'attendait ensuite. Un cauchemar qui commence. Après cet interrogatoire, tout s'est enchaîné. On m'a déplacé de pièce en pièce, dans des couloirs sombres, sans jamais me dire où j'allais. Les visages étaient effrois, les regards durs. Je sentais que quelque chose clochait. Je ne peux pas raconter tous les détails ici. Il y a des choses que même aujourd'hui, je n'arrive pas à mettre en mots. Mais ce que j'ai vécu, vu, entendu dans ces bureaux fermés, je ne l'oublierai jamais. Une partie de moi s'est brisée ce jour-là. Et pourtant,
Je le répète encore, je n'avais rien fait. La perquisition, la honte devant tout un quartier, le soir même, ils ont décidé de faire une perquisition chez moi, à Abobo. J'étais menotté dans un véhicule bâché, entouré de policiers. Le trajet m'a paru interminable. Quand on est arrivé dans mon quartier, il faisait déjà nuit. Mais tout le monde était dehors. Des voisins, des enfants, des anciens, des curieux. Quand les portes du véhicule se sont ouvertes, c'est moi qu'ils ont vu. Narcisse, le garçon calme, le fils du quartier, menotté, en chemise noire, le regard vide, c'était un choc. Des cris, des chuchotements, des regards. Les policiers m'ont fait entrer dans la maison comme un criminel. Ma mère était là. Elle s'est levée en me voyant, mais elle n'a même pas pu parler. Ils ont commencé à fouiller ma chambre. Ils ont tout retourné, fouillé chaque recoin, inspecté mes affaires personnelles. Ils n'ont rien trouvé, parce qu'il n'y avait rien à trouver. Et pourtant, ils sont repartis avec tous mes vêtements, sans explication. Je me tenais debout, au milieu de tout ça, menotté, silencieux, impuissant. Et je voyais ma vie voler en éclats, les pleurs de ma mère, et un quartier entier qui s'effondre. Juste avant qu'il ne me fasse remonter dans le véhicule, ma mère m'a regardé droit dans les yeux. Elle a murmuré, la voix tremblante, « C'est toi qu'il traite comme ça aujourd'hui, mon fils. Tu as toujours été droit, on est pauvre, mais on t'a élevé avec dignité, et voilà comment il t'humilie. » Puis sa voix s'est cassée, et elle a crié, « Ils ont tué mon fils, ils ont tué mon enfant. » C'était un cri que je n'oublierai jamais. Ma sœur s'est mise à pleurer. Les voisines ont crié, des enfants pleuraient, les hommes du quartier, impuissants, baissaient la tête. C'était un moment irréel, une famille brisée, un quartier en larmes, et moi j'étais là sans comprendre pourquoi on me faisait ça. On m'a fait remonter dans le véhicule sous les cris et les pleurs, et on est reparti vers la police. Il faisait nuit noire, et dans ma tête tout était noir aussi. La cellule, le choc de la détention, de retour au poste, ils m'ont conduit dans une cellule. Un endroit sale, sombre, étouffant. L'odeur était insupportable, l'air irrespirable. On était nombreux là-dedans. Certains dormaient à même le sol. D'autres étaient assis contre les murs, le regard vide. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Et moi j'étais là, debout, muet, sans explication, pas d'avocat, pas d'appel, pas même un verre d'eau. Mais ce n'était pas ça, le pire. Le plus dur, c'était le vide à l'intérieur. Ce moment où tu te demandes « Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Et quand tu ne trouves aucune réponse, c'est là que tu comprends que quelque chose s'est brisé. Je ne savais même plus si j'étais accusé, oublié, ou simplement abandonné. L'attente, les questions, les humiliations. Les jours ont passé, lents, lourds, incompréhensibles. Chaque matin, on venait me chercher pour m'interroger. Toujours les mêmes questions, encore et encore. Où étiez-vous ce jour-là? Vous connaissez la victime? Vous avez son numéro? Vous avez interagi avec lui sur Facebook? Ils ont pris mes téléphones. Ils ont fouillé mes messages, mes appels, mes réseaux sociaux. Ils cherchaient désespérément un lien, une preuve, un mot suspect. Mais ils n'ont rien trouvé. Parce que je ne connaissais pas cette personne. Je l'avais vue à la télé, oui, mais jamais croisée, jamais contactée, jamais approchée. Tout ce que j'avais fait, c'était réagir à une nouvelle qu'une amie m'avait envoyée. Et ce simple geste a suffi pour qu'on m'accuse, pour qu'on m'humilie, pour qu'on me traite comme un criminel. Le soutien, les rares qui ne m'ont pas lâché. Malgré tout, quelques visages sont restés. Ma sœur venait me voir tous les jours, elle affrontait les regards, les rumeurs, les gens qui disaient que j'étais coupable. Mais elle restait forte. À chaque visite, elle posait sa main sur ma tête et disait doucement « Tiens bon, Dieu voit tout, tu vas t'en sortir ». Ces mots étaient simples, mais pour moi, c'était tout. Ma cousine, mon cousin et ma marraine de chorale sont aussi venus. Ils n'avaient pas toujours les mots, mais leur présence disait l'essentiel. « Tu n'es pas seul ». Ma mère, elle, ne venait pas. Pas par indifférence, mais parce que la famille avait peur que le choc lui soit fatal. Elle priait, elle pleurait, mais elle ne m'a pas vu dans cet état. Et quelque part, peut-être que c'était mieux ainsi. Le 14 février, une libération sans justice. Le mercredi 14 février 2018, un agent est venu me chercher. Il m'a conduit au bureau du directeur. Je marchais lentement. J'étais vidé. Le directeur m'a regardé et m'a simplement dit « C'est bon, tu peux appeler ta famille. Tu es libre, c'est tout ?» Pas un mot d'excuse, pas un document officiel, rien. J'ai composé le numéro de mes parents, les mains tremblantes. Quand ma mère a décroché, elle a crié de joie. Un cri qu'on entendait à travers le téléphone, puis j'ai entendu d'autres cris. Le quartier entier criait. Des enfants, des femmes, des voisins. « Il est libre, il est libre !» Mon père est venu me chercher en courant. Il m'a serré fort. Il ne disait rien. Mais dans ses bras, j'ai senti que tout ce qu'on avait vécu ensemble, on n'en sortirait plus jamais comme avant. Le retour, une joie étrange. Quand je suis rentré à Abobo, tout le quartier était dehors. Les mêmes qui m'avaient vu menotter, les mêmes qui avaient vu ma mère crier, les mêmes qui avaient dû pleurer. Ils étaient là, ils souriaient, ils criaient, ils disaient « gloire à Dieu ». Mais dans leurs regards, il y avait autre chose, des yeux rouges, des silences gênés, des regards fuyants. Oui, j'étais libre,
mais pas blanchi. Et ça fait mal. Le soir même, tout est redevenu silencieux. Les gens ont repris leur vie. Mais moi, je savais que rien ne serait plus jamais comme avant. Une liberté empoisonnée, je suis rentré chez moi, mais ce n'était plus vraiment chez moi. Tout avait changé. Le regard des gens, le silence des voisins, les rumeurs, les doutes, les chuchotements. Certains me fuyaient, d'autres me regardaient bizarrement. Plus personne ne posait de questions, mais les jugements étaient là dans les regards. J'étais libre, oui, mais personne n'avait dit publiquement que j'étais innocent. Les médias avaient relayé mon arrestation, mais personne n'a relayé ma libération. Pas de communiqué, pas de vérité rétablie, pas de justice. J'ai perdu mon travail, ma patronne, pourtant très humaine, m'a demandé de me reposer. Elle m'a payé quand même. Mais après quelques mois, le poste n'était plus là. Des amis ont disparu. Des portes se sont fermées, même ceux qui me connaissaient depuis des années avaient changé de comportement. Et mes parents, eux, ils se taisaient. Mais je voyais la fatigue dans leurs yeux. L'humiliation. L'impuissance. Un jour, ma mère m'a dit « On n'a pas les moyens de porter plainte. On est pauvre. On laisse tout à Dieu. » Et cette phrase m'a brisé, parce que dans ce silence, je sentais toute leur douleur, toute leur résignation, la fuite, et un espoir qui refuse de mourir. Je ne pouvais plus rester là. Je n'étais plus en sécurité, ni dans mon quartier, ni dans ma tête. Alors j'ai fui. J'ai dormi dans des marchés, dans des maisons en chantier. J'ai disparu pendant un moment, je voulais juste qu'on m'oublie. Je voulais respirer, seul, loin des regards. Mais au fond de moi, quelque chose me tenait debout, ce besoin de justice, ce besoin de laver mon nom, ce besoin de dire au monde que je ne suis pas ce qu'on a dit de moi. Je ne voulais pas me venger. Je voulais simplement qu'on me croie et qu'on me laisse vivre en paix. Aujourd'hui, 7 ans plus tard, je suis toujours debout. Nous sommes en 2025, cela fait 7 ans. Et je suis encore là. Je vis aujourd'hui en Italie, je travaille, je me bats, j'essaie d'avancer. Mais la blessure, elle, n'a pas guéri. Elle est là, silencieuse, mais vivante. Je vis avec cette injustice jamais réparée. Et surtout avec cette diffamation qui continue encore aujourd'hui. Des vidéos circulent sur moi, des montages, des fausses accusations, mon nom, mon visage, mon histoire, sont toujours en ligne, salis, déformés. J'ai tout perdu à cause d'un mensonge collectif. Et personne n'a jamais été inquiété pour ça. Je ne sais pas si un jour on reconnaîtra la vérité. Je ne sais pas si quelqu'un m'aidera à laver mon nom. Mais ce que je sais, c'est que je veux vivre debout, même blessé. Je veux que cette histoire serve à témoigner, à prévenir, à rappeler que l'injustice peut frapper n'importe qui. Je ne cherche pas la pitié, je cherche juste la vérité. Et un jour, j'espère pouvoir dire « J'ai été victime d'une injustice ». Mais aujourd'hui, je suis libre pour de vrai parce que l'injustice fait mal. L'injustice détruit, l'injustice tue, l'injustice ne frappe pas toujours les coupables. Parfois, elle détruit les plus innocents, laissant des cicatrices invisibles que ni le temps ni la liberté ne guérissent. Mais même brisé, il faut rester debout, car la vérité finit toujours par trouver sa voie. Les histoires de Wadol. Cette histoire vous est présentée par Les Histoires de Wadol, le maître des récits mystiques africains où tradition, esprit, secret et vérité oubliée prennent vie. Merci à Wadol de nous plonger dans ces univers sombres, mais porteurs de grandes leçons. Que chaque récit réveille les consciences et que les ténèbres reculent face à la lumière.